Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode, je sais pas comment on dit, épisode numéro du Sailing Café. On est à la Baleine Déshydratée qui est le restaurant qui est logé à l'intérieur de la cité de la voile Éric Tabarly à Lorient. Le village n'est pas encore ouvert, le village de 2-3 CIC n'est pas encore ouvert et on va parler aujourd'hui ergonomie et sécurité. On a lu dans la presse en tout l'hiver que ça allait être le grand dossier, le grand chantier hivernal des IMOCA dans la perspective de cette Transat à venir. Et pour en parler aujourd'hui, on a invité deux ingénieurs et un skipper. Le skipper avec son teint éternellement allé, vous reconnaissez Romain Attanasio, le skipper de Fortinet. Juste à côté de lui, ingénieur au bureau d'études d'initiative Cœur, pardon, c'est Mathieu Vincent, j'allais inverser le nom et le prénom, désolé Mathieu, ingénieur au bureau d'études d'initiative Cœur et qui va nous raconter ce qu'il a fait sur... alors c'est pas le nouveau bateau, mais un bateau récent de la flotte. Et juste à côté de lui, c'est Ulysse David. Salut Ulysse, qui lui est ingénieur au bureau d'études de Merconcept et ministre émérite. On pourra parler peut-être de l'ergonomie des mini. Je pense que c'est un tout petit dossier à date. Messieurs, vous allez prendre le micro. On va passer une heure ensemble jusqu'à 10 h. On va avoir, si possible, j'espère, des questions des gens qui nous écoutent. Allez-y, prenez les micros. On va commencer par les deux jeunes, Romain, les deux jeunes ingénieurs. Avant de parler d'ergonomie, en fait, je vais commencer par un travail de base. Dans le monde des ingénieurs qui travaillent sur les bateaux de course aujourd'hui, c'est quoi l'ergonomie? Comment vous définissez l'ergonomie? C'est une science, hein. Il y a des ingénieurs ergonomes dans plein d'autres secteurs. Comment vous définissez ça aujourd'hui? Qui veut commencer par cet exercice théorique qui ne doit pas être évident juste au lever du lit? Est-ce que c'est une thématique chez vous qui existe avec une définition en disant l'ergonomie c'est le design moderne d'un cockpit et d'une cellule de vie? Est-ce que c'est quelque chose de plus général? C'est quoi l'ergonomie sur un IMOCA? Ulysse? Alors c'est sûr que l'ergonomie c'était c'était pas notre cœur de métier, enfin c'était pas une science connue dans le monde de la course au large. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus important pour faciliter la vie du marin à bord. Donc on essaye de faciliter la vie du marin et de se faire à manger, dormir, et puis toutes les choses simples qu'on fait à terre et essayer de les faciliter en mer dans toutes les conditions possibles. Je pense que c'est ça l'ergonomie un peu. Mathieu? Je rajouterais, ça devient un enjeu. Les bateaux vont de plus en plus vite, tapent de plus en plus fort. Ça reste de la course. L'idée, c'est d'arriver du coup devant les petits copains. Mais pour ça, en fait, l'ergonomie devient de plus en plus importante parce que sans ergonomie, on ne peut pas mener ces bateaux à leur plein potentiel. Et du coup, plus les années passent, plus les bateaux accélèrent et plus ça devient un enjeu important. Et c'est vrai qu'on n'est pas ergothérapeute ou ingénieur ergonome de métier. Du coup, on apprend, on s'entoure. Et voilà, on fait un peu avec les moyens du bord. Mais c'est un sujet intéressant. Alors on va creuser ça justement. Romain, tu vas prendre le micro. Vous avez que deux micros pour toi. Hein. Alors je te cache pas, Romain, que c'est toi qui as inspiré un petit peu cette thématique parce qu'on avait pas mal discuté. On a fait une série de podcasts lors de Retour à la base, la course retour de la Transat Jacques Vabre l'automne dernier. Et vous êtes tous arrivés en nous racontant des scènes apocalyptiques, tu vas nous la raconter, où on a eu l'impression, un peu paradoxalement, que vous avez, vous, skipper, découvert que vivre à l'intérieur de ces bateaux dans des conditions un peu engagées, ça devenait vraiment risqué. Et il y a eu plusieurs accidents. T'en as eu un. Il y a eu celui de Sébastien Simon, qui aurait pu être extrêmement grave, hein, puisqu'il s'est fracturé ou fissuré une vertèbre. Est-ce que tu peux juste, alors on va pas faire pleurer dans les chaumières, mais raconter ce que c'est que la vie quotidienne en course aujourd'hui dans un IMOCA et jusqu'où du coup et comment il y a eu cette prise de conscience à l'occasion de cette course? Elle avait commencé un petit peu avant, mais c'est vraiment l'occasion de cette course qu'on a vu qu'il se passait des choses, quoi. Alors, tu vas porte-le bien près de la bouche. En fait, ça fait quand même un petit moment que ces IMOCA ils sont difficiles à naviguer, qu'ils sont sont brutaux parce que c'est des bateaux tout plats, donc ils vont très vite, mais ils sautent les vagues et quand ils retombent vraiment à plat et ça fait des chocs vraiment forts, quoi. Avec les bateaux à dérive, c'est déjà comme ça, mais alors avec l'apparition des foils, c'est devenu pas un peu plus, c'est devenu ça a presque changé, quoi. C'est le bateau, bien sûr il vole, donc on se dit bon il vole, il n'y a plus de problème, mais en fait il retombe souvent et les vagues qui avant tapaient dans les traves, maintenant elles viennent taper sous le bateau, donc on les sent vraiment sous les pieds. Et puis pour ceux qui connaissent, ceux qui sont déjà montés dans un IMOCA, l'épaisseur de coque est toute fine, donc on ressent vraiment les chocs. Alors
on s'était dit au précédent Vendée, peut-être que ce sera le premier Vendée où on sera obligé de ralentir pour pouvoir vivre. C'était pas arrivé encore. Ça a pas eu lieu. Et puis la saison est passée. Moi, ce bateau Fortinet Best Western, la première fois que je l'ai eu, juste à l'arrivée du précédent Vendée, la première navigation qu'on a faite, c'était dans la baie. Là, il y avait 10 nœuds de vent. Alors, je me suis dit, bon, c'est un bateau comme celui que j'avais avant. Et la deuxième navigation, il y avait 20 nœuds de vent. Alors la mer était toute plate, mais on a volé tout de suite. Je sais pas si vous avez vu, il y a pas mal d'images. On avait fait pas mal d'images où on volait comme ça en l'air. Et là, je me suis dit, mais le premier truc que je me suis dit, c'est pas possible, quoi. J'arriverai pas à naviguer tout seul là-dessus, quoi, en fait. Et puis évidemment, on prend l'habitude. Et puis ensuite viennent les premières navigations dans la mer. Et là, c'est là que ça, voilà, là on se dit c'est plus un bateau, quoi. En fait, le bateau il fait des hauts de cœur, quoi. C'est comme dans l'ascenseur quand tu prends l'ascenseur avec tu vois ce que ça fait. Là, ça fait exactement pareil. Surtout dans le noir, quand on n'a pas beaucoup de repères, le bateau quand il retombe, t'as vraiment l'impression d'un grand 8, quoi. Et ça, au début ça fait un peu peur, puis finalement on s'y habitue. Et je racontais l'année dernière que finalement ce bateau, maintenant il me fait plus peur du tout. Sauf que ce qui devait arriver arriva, le retour à la base, donc la course qui est partie de Martinique au retour de la Transat Jacques Vabre. Là, on a eu 10 jours de portant, mer forte et courte. Et là, ça a été radical, quoi. C'est-à-dire que le bateau, on a passé 10 jours avec à peu près 2 fois par minute le bateau qui part à 35 nœuds dans le surf et qui vient évidemment planter dans la vague d'en face et qui s'arrête. Donc, on est tous restés collés au siège, tu vois. Je racontais la dernière fois que je fais mes petits cafés, c'est un peu mon plaisir en mer. Hier, j'avais des invités, je leur montrais ça, j'ai une petite machine à café. J'en ai pas fait un seul de toute la course. Et le dernier jour, la veille d'arrivée, j'étais donc cloué dans mon siège depuis plusieurs jours. Et là, j'ai une bouteille d'eau qui a glissé un peu, donc j'arrivais plus à attraper. Je me suis levé et j'ai pas senti le bateau freiner. D'habitude, au bout d'un moment, tu commences à sentir le bateau, ce qui va se passer, presque à anticiper ses mouvements. Mais là, il a freiné brutalement et j'ai traversé le bateau et je me suis emplafonné la cloison, en fait. Donc là, tu vois, je suis tombé en arrière, j'avais du sang partout. Évidemment, le bateau se couche au même moment, c'est toujours un scénario catastrophe. Donc je suis sorti, choqué les écoutes. Heureusement, le bateau s'est remis en ligne et puis après, bon, je suis rentré au bateau et là, je me suis senti mal. Je suis tombé dans les pommes, je sais pas combien de temps, peut-être 1 seconde, peut-être 10 minutes, je saurais jamais. Ce que je comprends pas, c'est que je me suis ouvert la tête à gauche, mais j'avais un coquard à droite, tu vois. Donc je sais pas ce qui s'est passé entre le choc et le moment où j'ai choqué les écoutes. Mais voilà, là on s'est dit bon, si ça arrive pendant le Vendée, ça va être difficile, quoi. Et il y a des risques. Les risques sont importants. Tu peux tomber dans les pommes de manière prolongée, du coup tu peux te fracturer quelque chose, tu peux te casser le crâne, tu peux te démettre une épaule. Enfin, les risques sont vraiment élevés. La prise de conscience, en tout cas chez toi par exemple, la prise de conscience elle vient vraiment avec cet accident et avec ce retour à la base où il y a eu plusieurs témoignages à ce moment-là. Ouais, c'est toujours pareil. Moi j'avais eu très peur entre guillemets, mais encore une fois j'étais dans une entreprise il y a quelques jours, je montrais ce film que j'ai fait quand Sam et Seb Simon tapent quelque chose en Afrique du Sud au précédent Vendée. Oui. Et c'était le même endroit où moi j'avais tapé une baleine 4 ans auparavant. Voilà. C'est une zone où il y en a beaucoup, il y a plein de choses et malheureusement on a des systèmes de détection aujourd'hui qu'on développe beaucoup, on passe beaucoup de temps et d'argent dessus parce que c'est quelque chose d'essentiel pour nous tous, mais pour l'instant on n'arrive pas encore à voir ce qu'il y a entre deux eaux. Et j'avais fait ce film en passant cette zone en me disant mais là j'ai 12 heures à attendre, je suis à 20 nœuds dans le noir et s'il y a quelque chose je le verrai pas, quoi. Et là je vais traverser le bateau encore une fois, quoi. Donc à ce moment là déjà je me disais c'est quand même chaud, quoi. Et là oui, le retour à la base c'était on s'est tous dit c'est nos accidents à Seb et moi, c'est finalement Seb était un peu avant mais moi c'était quasiment à l'arrivée, donc c'était gérable. Mais dans le Grand Sud, tu vois, ou les secours dans le Grand Sud, c'est les Australiens qui gèrent l'océan Indien, le début du Pacifique, après c'est les Chiliens. Mais il y a certains endroits dans le Grand Sud où les secours c'est 8 jours pour venir. Donc quand tu passes là-bas, il faut y penser, quoi. Et la tête, ça fait... Toi, je suis tombé dans les pommes, j'ai eu... pendant 1 semaine après... Donc j'ai eu, tu sais, on est suivi par des médecins. Donc tu as tout un processus quand il y a une commotion cérébrale, tu as tout un processus d'examen de toutes sortes qu'on fait avec les footballeurs de Lorient d'ailleurs, parce qu'apparemment ils en ont souvent aussi. Et pendant 1 semaine, je sentais le lit qui tremblait, tu sais. Donc c'est quand même pas... Ça fait réfléchir, quoi. C'est pas... Ouais, donc là on s'est... Et tu parlais de cette
petite interview qu'on a fait ensemble. Et il y avait Alan, tu te rappelles? Et je sais plus qui, on était trois. Et on rigolait en se disant bah ouais ça y est là, c'est notre priorité pour cet hiver. Dans les teams et au niveau de l'ingénierie et du bureau d'études, à partir de quand vos skippers ou d'autres membres de l'équipe vous ont dit bon là ça devient un dossier important, central? À partir de quel moment c'est devenu un dossier, alors ce qui est intéressant, d'abord de sécurité et ensuite de performance, parce qu'on reste dans un univers qui est celui de la perf, et donc il s'agit de préserver le marin à la fois pour préserver son intégrité, mais aussi faire en sorte qu'il puisse continuer à aller vite. Il y a des choses là. À partir de quand on vous a dit bon voilà, il faut arrêter il faut qu'on fasse des trucs vivables pour continuer à aller vite? Sur initiative Cœur 4, dès la construction du bateau, Sam elle était elle poussait énormément pour ces sujets d'ergonomie. Et c'est vrai que moi je suis dans l'équipe depuis un peu plus de 2 ans maintenant, mais c'est souvent le genre de sujets qui sont encore aujourd'hui, malgré leur importance, relégués après les sujets de fiabilité pure des systèmes mécaniques, de matelotage ou de tout le reste des sujets qu'il peut y avoir sur un bateau. Et peut-être parce que le fait qu'elle passe le plus de temps en mer sur le bateau, elle se rend compte davantage encore de l'importance de l'ergonomie et que nous on n'en est pas encore suffisamment conscient pour le faire passer devant les autres sujets. Du coup on a mis finalement en place tous ces systèmes d'ergonomie assez tardivement, enfin cet hiver, que le bateau avait déjà navigué 1 an et demi. Mais depuis le début on y réfléchit et on essaye, en fait, vu qu'on n'est pas ergonome, on tâtonne un peu et comme je disais on s'entoure. Et là cet hiver on a quand même fait un bon boulot là-dessus et on a quelque chose qui fonctionne, donc on est content. Ouais. Alors on va rentrer dans le détail juste après. Ulysse, chez Mercansac, alors chez Mercansac pour la Badie, mais tu travailles sur l'IMOCA Massif, tu as travaillé sur plusieurs bateaux, mais tu travailles sur l'IMOCA Massif. Ce qui est intéressant, c'est que tu as fait les 2 IMOCA, enfin il s'appelait pas Massif, le précédent bateau de Charlie, mais il y a une évolution forte entre les 2 bateaux. Et c'est une demande de Charlie qui a dit, et c'est un dur Charlie, c'est pas un fan du confort naturellement, quoi, hein. Lui-même a cheminé entre ces 2 Vendées, quoi. En fait, moi je suis arrivé en 2018 quand on concevait Apivia. Et c'est vrai qu'à Apivia, on n'avait eu on s'est pas posé la question d'ergonomie, de confort à bord. C'était plus faire des choix performants, légèreté, rapidité. Et la conception du second IMOCA, donc c'était l'IMOCA Massif. La Charlie revenait d'un Vendée Globe où il avait rencontré quand même des conditions assez dures, surtout l'Indien, et où il y avait beaucoup de mer, et il s'est rendu compte que pouvoir vivre à bord pendant ces conditions dures, comme ce que tu disais dans les mers, sur le retour à la base, il faut y penser. Et du coup, dès la conception de Massif, c'était l'objet d'avoir quand même une zone de vie très compacte pour pouvoir ne pas être projeté au loin, un cockpit aussi très compact. Et puis une zone de vie assez centrée arrière où tout est à portée de main et on n'a pas besoin de matosser d'un bord sur l'autre. Tout reste fixe et tout est à portée de main. C'est-à-dire que le concept, c'est qu'il y a le moins d'espace libre possible dans sa cellule de vie et dans son cockpit pour éviter de faire des longues trajectoires poussées par les mouvements du bateau. En gros, c'est ça. Vous vous êtes inspiré d'autres univers, ou c'est vous et c'est lui qui a dit en fait je vais être assis là et donc là je veux la table carte, là je veux l'écran de l'ordi, là je veux la bannette, là je veux la cuisine. Ça a été quoi vos sources d'inspiration en termes de design? Est-ce qu'il y a d'autres bateaux qui vous ont inspiré? Est-ce qu'il y a d'autres univers? Comment vous avez conçu le truc? Il y a eu la conception aussi d'Eleven Hour avec un IMOCA d'équipage où là on s'est rendu compte que des bases c'était beaucoup plus grand avec des espaces très grands, donc on s'est quand même beaucoup plus inspiré de Apivia, le précédent. Le gros défaut d'Apivia qu'on avait, c'était de transférer d'un bord sur l'autre, passer au-dessus de la goulotte centrale. Donc à tribord, il devait y avoir sa zone de vie qui devait passer d'un bord sur l'autre à chaque fois qu'il virait de bord. Donc là, l'objectif, c'était de faire une zone de vie très centrale à l'arrière. Et par contre, de toujours avoir quelque chose de léger et de ne pas multiplier le nombre de goulottes. Donc rester avec une goulotte centrale, et c'est comme ça qu'est venue un peu cette position du cockpit milieu, de la zone de vie arrière, pour essayer de simplifier l'ergonomie à bord et d'avoir tout à portée de main. Voilà, là c'est l'innovation, c'est l'une des innovations du bateau, c'est que d'habitude les zones de vie sont devant le cockpit, entre le mât et le cockpit pour caricaturer un petit peu, et le cockpit est ensuite vraiment à l'arrière, et là c'est l'inverse, un petit peu
je sais pas si c'est ça qui vous inspire, un petit peu comme le premier trimaran massif qui s'appelle Actuel aujourd'hui, où la zone de vie est en arrière du cockpit. Je sais pas si dans la culture de l'équipe ça vous a un peu inspiré, mais il y a cette zone de vie qui est vraiment complètement à l'arrière, dans la partie un peu profilée de l'arrière du bateau, tandis que le cockpit est vraiment en avant, quoi. C'est la même chose. Oui, c'était à peu près la même chose. Après, c'était pas souhaité. Enfin, c'était un parallèle qui a été trouvé après. Mais parce que c'était pas les mêmes personnes qui ont travaillé sur le trimaran massif et le nouveau IMOCA massif. Mais c'est vrai que ça a été très semblable. Et il y a eu on s'est rendu compte que la couchette était au même endroit, la table à cartes était au même endroit. Et puis dès qu'on sort de la cabine, on a accès aux écoutes. Donc ça reste quand même très facile de manœuvrer avec un cockpit à l'arrière. Chez Initiative Cœur, Mathieu, vous, la principale installation ergonomique, je vais mettre plein de guillemets parce que je ne suis pas un expert de l'ergonomie non plus, la principale installation ergonomique, c'est que vous avez dessiné, conçu et installé un siège qui est un peu le cœur central de l'installation du skipper dans le bateau, c'est ça? Nous, contrairement à l'IMOCA massif, on a récupéré une boîte, une plateforme qui était le sister ship du bateau l'Occitane à l'époque. Du coup, on avait un peu moins de latitude pour imaginer l'ergonomie à bord. Donc on a fait avec ce qu'on avait. Et ce qu'on souhaitait, c'était également avoir une zone de vie centrale et tourner dos à la route pour vraiment pouvoir se reposer. Parce qu'en fait, les mouvements les plus violents sur ces bateaux, ça reste les décélérations dans les vagues. Mouvement vers l'avant, quoi. Voilà, mouvement vers l'avant. Du coup, en étant dos à la route, en fait, on arrive vraiment à se relâcher. Donc ça, c'était rapidement, ça a été un élément dans le cahier des charges qui est finalement un élément assez clé et qui, en fait, par exemple, on avait à la mise à l'eau du bateau, on avait une table à cartes qui était tournée vers l'avant, enfin avec un siège tourné vers l'avant. Donc du coup, on a dû déjà enlever cette table à cartes. On a décidé de ne pas vraiment faire de table à cartes, mais d'avoir juste simplement quelques écrans finalement parce qu'il n'y a plus vraiment de table à cartes sur ces bateaux, donc vraiment de dispatcher un peu l'essentiel autour de la porte de descente. Et après, oui, l'élément qui nous a demandé le plus de travail, c'était donc ce siège amorti et aussi rotulé pour vraiment pouvoir se positionner en fonction de sa position repos ou travail, mais aussi de la gîte du bateau. Alors ces bateaux gîtent de moins en moins, mais quand même aux alentours de 15 degrés. Et du coup, on voulait vraiment avoir toutes ces positions possibles. Donc c'est le cumul d'un siège sur mesure, plus d'une rotule, plus d'un amortisseur qui nous a demandé un peu de travail. D'accord, le bateau il bouge sur une sorte de sphère, quoi. J'explique avec mes mots pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Et il peut bouger en latéral et en longitudinal, j'imagine, être penché vers l'arrière pour dormir un peu, penché dans le côté pour compenser la gîte. Et en plus, il est sur amortisseur. Il y a d'autres bateaux qui ont fait ça, hein, les nouveaux bateaux, les KFC. Les coches Fido-Conque, ils ont, il y en a au moins un, il y a le bateau de Yann Richaume, je crois, qui est sur amortisseur, oui. Et puis ensuite les bateaux de Thomas Ruyant ont déjà le siège dos à la route depuis assez longtemps, donc on a l'impression que ça commence pas à être un standard, mais quelque chose une tendance qui se développe dans les IMOCA. Le siège a pas encore été testé à l'entraînement, pas encore testé en conditions course. Alors on a testé l'amortisseur, on l'a testé quand même sur le retour à la base. Le siège, c'était pas le même siège. Depuis, on a travaillé avec un ergothérapeute dont c'est le métier pour faire un siège sur mesure à Sam. Et la rotule, on va dire que c'était notre V1 sur le retour à la base. On a un peu renforcé le système. Mais là, on a quelque chose qui fonctionne, donc on est content. Ok, très bien. Romain, toi, à retour à la base, tu avais dit que c'était la priorité de l'hiver. Qu'est-ce que tu as fait de ton hiver sur le sujet? Là, tu rigoles, mais on a travaillé quand même sur ce dossier-là. Je rigole parce qu'il nous a dit qu'il n'avait pas fait grand-chose. Mais... En fait, nous, on a un bateau qui existe déjà et qui existe avec une table à cartes et qui est vers l'avant. Donc c'était quand même difficile. On a réfléchi à tout inverser. Après, c'est pas évident. Ça avait été fait. Moi, je me rappelle du premier IMOCA que j'avais vu avec une table à cartes à l'envers. C'était Marc Tiercelin avec DCNS, tu vois. Donc ça, c'est pas si nouveau. Et c'est assez perturbant. Et c'est vrai que moi, je me sentais pas de. Alors, c'est effectivement beaucoup mieux parce que, effectivement, comme tu disais, les chocs les plus importants, c'est vers l'avant. Et donc, alors, le dos à la route, c'est bien, mais c'est comme dans le TGV, tu sais, quand tu rentres dans le TGV, souvent, tu es un peu dégoûté quand tu as la place à l'envers. Tu préfères la place dans le bon sens. Là, c'est un peu pareil. Et je me disais, tout changer là et puis surtout l'année du Vendée, ça me paraissait un peu tard. Donc, nous, on a juste. En fait, moi, je navigue travers à la route. Donc, j'ai. Ce qui me permet de me mettre un peu plus reculé pour dormir dans le siège. Moi, j'y passe énormément de temps dans le siège. J'ai pas de pouf cette fois-ci. J'ai une bannette que je n'arrive pas à utiliser pour dormir
parce que ça bouge et c'est impossible pour moi de dormir quand on bouge. Imaginez dormir avec quelqu'un qui vous secoue, c'est impossible. Donc je dors vraiment dans le siège. Alors il faut que je puisse le basculer en arrière. Alors on n'a pas changé la position, on a rapproché la table à cartes, on a un peu fermé, enfin rapproché un peu toute cette zone. Et puis j'ai travaillé aussi avec un spécialiste qui a moulé le siège à ma forme, parce que c'était le siège de Boris anciennement. Boris est plus grand que moi. Voilà, donc parce que le bateau est l'ancien Malaysia, quoi. L'ancien Gitana et l'ancien Malaysia. Donc, comme je te disais, c'est effectivement un bateau qu'on n'a pas conçu nous-mêmes. Je pense que c'est le rêve de faire un bateau à sa main, de partir de zéro et pouvoir faire exactement ce qu'on veut. Nous, c'était pas le cas, donc on a dû adapter. Et alors, du coup, tu parlais du moulage et Mathieu faisait allusion à l'expertise d'un ergothérapeute. C'est-à-dire que maintenant, vous, skipper, vous avez des sièges qui sont faits sur mesure, qui sont moulés à vos formes pour que vous puissiez vous relâcher au maximum, pour que vous puissiez dormir dans le siège. Donc là, on a franchi une étape, quoi. On commence à être dans le pour le coup, un vrai travail d'ergothérapie ou d'ergonomie au sens scientifique du terme, quoi. Ouais, on le faisait un peu artificiellement avec les poufs il y a quelques temps, parce que comme à la maison, hein, quand on se met dedans, on est parfaitement calé dans la position dans laquelle on est tombé dedans. Donc ça, c'est pas mal. Puis en plus, c'est modulable en fonction des conditions. Là, c'est un siège parce que voilà, c'est encore plus adapté. Et puis surtout, là, il est fixe, il est pas le pouf. C'est vrai alors, il a sauvé des gens, je crois. Sam avait, quand elle a tapé il y a 4 ans, le siège, le pouf a glissé avec elle et est venu vraiment épouser la paroi de la cloison et amortir le choc. Sinon, ça aurait pu se faire très mal. Et donc voilà, ces sièges sont importants. On met aussi des casques, mais alors c'était un peu la question de l'arrivée. J'en parle pas là. Si, vas-y. En fait, on s'est tous dit, et d'ailleurs tout le monde nous a dit, mais les gars, pourquoi vous mettez pas des casques? Alors on a des casques, mais après c'est pas si évident que ça. Le casque, il est, alors là j'en ai deux nouveaux, qui sont un avec une coque dure, un peu comme un casque de vélo, mais qui a la forme de la tête, parce que un casque, ça t'épaissit la tête, du coup tu te cognes plus en fait, et c'est chiant, toujours d'accrocher en fait. Et j'ai un casque de rugbyman, mais le problème c'est que ces casques-là, tu peux pas les porter 10 jours. Tu vois, un casque, ça gratte, on a tous les cheveux salés, on n'est pas très propre, donc on se gratte la tête, et avec un casque, c'est insupportable. Un rugbyman, il le met 1 heure, 80 minutes, un pilote automobile, il le met 2 heures, 2 heures et demie, mais nous, on peut pas le mettre 3 mois. Donc, c'est pas parfait, c'est pas la solution idéale. Donc, effectivement, pour l'instant, la meilleure chose, c'est d'essayer de trouver des endroits safe dans le bateau, quoi. Sur ton siège aujourd'hui, en fait, tu dis que tu y passes le plus de temps. C'est-à-dire que tu dors, tu t'installes dans ton siège pour manger, par exemple? Ouais, en fait, tu dors, quand tu vas faire tes 45 minutes réglementaires de sommeil, tes mini-cars, quoi, tu les fais dans ton siège, quoi. Moi, oui. Alors, ça plaît pas à tout le monde, hein. C'est pas, il y en a qui préfèrent dormir allongé. Moi, je suis bien dans ce siège-là parce que, encore une fois, je suis bien calé. Et puis, il est positionné de telle sorte d'avoir une vue sur l'écran, pas loin de la table à cartes, la cuisine, pareil, à portée de main. Et finalement, je peux quasiment tout faire dedans. D'ailleurs, toi, quand je te raconte que quand j'ai eu mon accident, c'est qu'au moment où je suis sorti du siège pour aller ramasser quelque chose qui avait fait une bouteille qui était partie, quoi. Donc oui, j'y passe énormément de temps. Après, il y a toutes les manœuvres et tout ça. Donc on sort, je passe aussi pas mal de temps dehors. Mais le Vendée, c'est encore différent des autres courses. On passe vraiment du temps à l'intérieur avec les portes fermées, tu vois, chose qu'on fait jamais. Les bateaux, ils ont le carré, donc dans le bateau. Ensuite, il y a les portes qui sont... Les portes pour rentrer dans le bateau, ces portes-là, elles sont obligatoires, elles sont étanches, ça fait partie de la sécurité du bateau. Tout le bateau est cloisonné, au cas où on a un trou dans le bateau pour fermer des cellules. Et puis ensuite, il y a le cockpit. Les nouveaux bateaux, ils sont entièrement fermés. Moi, je suis à moitié fermé. Et là, on y passe aussi pas mal de temps. Puis après, il y a dehors, et là, c'est encore un autre monde. Mais dans le Vendée, pendant le Vendée, on navigue avec les premières portes souvent fermées, quoi. Moi, je me rappelle mon premier Vendée. Des fois, je me disais dans le sud, mais sors un peu, quoi, parce que t'as pas vu le soleil depuis, tu vois. Alors, on voit pas beaucoup le soleil dans le Grand Sud, mais on passe tellement de temps avec. Alors, j'avais pas le chauffage, le premier, mais le deuxième, j'ai le chauffage, donc tu fermes les portes et tout. C'est vrai qu'il y a vraiment une vie à bord, et c'est là qu'il faut la préparer. Tu parlais à un moment de serrer, tu vois, d'être plus. Donc, comme dans un cocon, quoi. Donc oui, il y a le siège, il y a des mains courantes à l'intérieur, parce qu'il faut quand même des fois aller à l'avant chercher quelque chose ou faire le tour du bateau. Voilà. Mathieu? Ouais, moi je voulais rajouter un autre avantage.
Bien prêt. Ouais. Excuse-moi. Un autre avantage, nous, qu'on a trouvé sur IC4 de tourner le siège, c'est qu'on voulait vraiment avoir aussi un accès zone de vie, donc à l'intérieur du bateau, cockpit, le plus rapidement possible. On s'était donné 10 secondes pour intervenir et être actif sur un winch. Et du coup, le fait de tourner le siège dos à la route, en fait, on a juste à se lever et en fait, le siège il fait face à la cloison de descente et donc à la porte qui donne accès entre le cockpit et la zone de vie. Et ça, c'était un gros avantage aussi parce qu'au début, on avait quand même imaginé avoir un siège qui puisse pivoter. Mais contrairement à Massif, qui a une goulotte, nous on a 2 goulottes et du coup on était contraint un peu par ces 2 goulottes en termes d'espace. Et du coup, ça c'est un gros avantage. Et pareil que sur Fortinet, on a aussi tout qui est à portée de main, la cuisine, tout son matériel de navigation, la nourriture. Du coup, l'idée c'est qu'elle est le moins possible à bouger en dehors de ces 2 goulottes et qu'elle ait uniquement à se déplacer entre la zone de vie qui est juste en avant de la cloison de descente et le cockpit. Et tout ça, en fait, ça fait 3 à 4 mètres carrés, quoi. Donc ça fait un tout petit studio. Ouais, c'est impressionnant. Ulysse, sur Massif, Charlie aussi, il a un siège qui est moulé, qui est moulé à sa forme. C'est le standard de perf aujourd'hui, quoi. Hein. Et Charlie, il a fait un siège mais qui date de 2018. On avait pensé ça sur Apivia. Donc il s'était fait scanner le corps pour mouler un siège après sur un moule, et donc un siège sur mesure. Et le problème, c'est qu'on avait essayé de le mettre sur Apivia avec des vérins aussi. Mais pour le passer après d'un bord sur l'autre, au-dessus de la goulotte, c'était impossible. Donc on avait abandonné l'idée. Et ce siège était resté un peu dans les cartons, et puis on l'a ressorti sur Massif. Et donc là, il est installé sur Massif, face à la route, et sur 2 vérins, sur 2 amortisseurs, pour amortir les chocs. Ok, donc en fait, c'est quand même le standard aujourd'hui. Hein. C'est le siège moulé à la forme sur amortisseur, quoi. C'est vraiment c'est assez impressionnant. Vas-y Mathieu, pose la question, il y a un autre micro. Je me demandais si vous aviez fait le choix d'un siège amorti mais fixe ou réglable en longi et en transversal, ou les deux ou... Alors il est amorti et il permet à la gîte, il va de moins 15 à plus 15 degrés. Ok, d'accord. Par tranche de 5 degrés. Ouais. Et en longi sur une position travail dodo, non, il préfère utiliser sa bannette ou... Oui, donc là c'est vraiment un siège avec la table à cartes, la cuisine à côté. Ok. Et par contre, sur Apivia, il avait qu'un pouf où il faisait tout. Et là, il a vraiment un pouf. Un pouf, pardon. Donc pour dormir, travailler. Mais là, c'était posé sur le sol, donc les épaisseurs sont hyper fines, donc tu sens tout. Et là, par contre, il a vraiment une bannette avec un matelas Bultex à sa forme. La même chose qu'avait Charles Caudrelier là sur son tour du monde. Et sur un entraînement, là, j'ai pu dormir au portant dedans, et je peux vous dire qu'on dort très bien. Juste avant d'en finir avec le siège, il y a des ceintures sur les sièges ? Ceinture sur les sièges et sur la bannette. Pour les gens qui nous écoutent, hein, de se mettre ça en tête. Maintenant, je crois que Romain, c'est toi qui avais dit ça aussi à l'arrivée de retour à la base. Il dit on roulerait en voiture aux vitesses à laquelle on navigue, on serait attaché. Ça m'avait beaucoup frappé. Et donc sur les sièges aujourd'hui, il y a des ceintures, comme il y a des ceintures de sécurité. Alors c'est peut-être des harnais 4 points, je sais pas comment c'est, mais donc du coup les marins, quand ils s'installent dans son siège, en fonction des conditions, ils s'attachent, quoi. Hein. Oui, tout à fait. C'est une ceinture de sécurité basique, un point, mais ça permet au moins dans les vagues de pas décoller, et puis même quand on dort, de pouvoir se sangler à la bannette, permet d'être plus accroché à sa bannette et pas décoller, quoi. Alors, donc Charlie, en plus, il doit pouvoir s'assoupir dans son siège comme Romain fait, mais Romain il fait ses nuits complètes dans son siège. Mais en plus, donc, sur vos 2 bateaux, il y a une bannette spécifique, enfin une couchette spécifique, alors qui elle aussi est aménagée et a évolué. On est passé du pouf dans beaucoup de cas sur le précédent Vendée alors là, on parle de matelas conçu sur mesure, à la fois en dimension et en forme. On peut creuser un petit peu parce que comme dit Romain, il y a Damien Seguin dans ses mêmes émissions de Retour à la base racontait qu'il n'arrivait pas à dormir, littéralement, c'est-à-dire qu'on est trop secoué et on se sent pas en sécurité, donc on n'arrive pas à se relâcher. Vous pouvez nous expliquer un petit peu les dispositifs ergonomiques qui sont mis en place pour dormir sur les IMOCA aujourd'hui, sur vos IMOCA? Là du coup c'est un matelas avec de la mousse à forte épaisseur, ce qui permet vraiment d'amortir les chocs. Et on a utilisé la même mousse là pour des sièges de bar dans le cockpit. Et c'est vrai que d'avoir une épaisseur suffisante de mousse permet vraiment d'amortir les chocs. Et sur la bannette, là, c'est un matelas avec les rebords et puis un oreiller qui prend toute la tête. Donc tu as la tête calée dans ton oreiller, et pareil avec de la mousse à forte épaisseur
qui permet d'amortir tous les chocs et une fois sanglé, on bouge plus. Et donc il y a sanglage sur la bannette aussi. Enfin, il faut se représenter le truc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le marin qui va dormir, il s'installe dans son... c'est quasiment plus une mallette, en fait c'est presque plus une coquille de sauvetage comme en montagne quand on rentre dans l'hélico. Alors moi, pour le coup, j'ai un tout petit souvenir d'avoir fait, quand je faisais du mini ou sous code 5, sous pilote, les embardiers du pilote faisaient qu'à la tête, une fois qu'on est relâché, la tête bouge trop. Donc je pense que c'est exactement le même problème. Donc du coup, alors c'est plus un oreiller, quoi. Il y a des petites parois en mousse qui permettent à la tête d'être complètement calée. Et donc on relâche le cou pour pouvoir dormir. C'est presque comme ce qu'on met dans les avions. Oui, voilà, un tour de cou, quoi. Un tour de cou avec, qui monte un peu plus en haut de la tête. Et c'est vrai que en mini, moi, j'avais pas pensé à cet oreiller-là. Je mettais un duvet autour de ma tête pour essayer de la caler. Et c'est vrai que c'est hyper agréable d'avoir un oreiller qui te cale la tête et puis du coup t'as plus la tête qui bouge. La mécanique c'est on s'endort, on se relâche et en fait quand on se relâche y a une embardée, on a la tête qui est secouée et donc du coup on est réveillé et donc du coup on dort pas. Et il est Charlie il est harnaché aussi. Je sais pas comment il a la ceinture quand il se met dans sa bannette, il met une couverture polaire par dessus et il brêle une ceinture de sécurité en plus. Ouais, exactement, ouais. Et puis la bannette peut être réglée en gîte pour essayer d'être tout le temps à l'horizontale. Et on avait peur qu'à l'arrière du bateau, ça bouge trop, parce qu'une fois que le bateau décolle, il peut y avoir pas mal de coups de raquette. Et au final, c'est pas l'endroit le pire, donc très agréable. Mathieu, sur Initiative Cœur, c'est quoi décrit de la chambre à coucher de Sam? Alors la chambre à coucher, ça reste deux bannettes classiques, mais que cet hiver on a descendu, elles étaient plutôt sur le long du bordé du bateau, donc plutôt sur les côtés. Un peu en hauteur, quoi. Un peu en hauteur. On les a descendues vraiment de part et d'autre des goulottes, plutôt au niveau du fond de coque du coup. Et du coup, ça rassurait Sam en fait de descendre ces bannettes au cas où elles tombent, sachant que ces bannettes elles sont entourées de toiles anti-roulis. Et ce qu'on a installé aussi cet hiver, c'est une énorme toile qui est du coup en avant de cette zone de vie. Et si par malheur, quand tu te déplaces, tu te fais projeter vers l'avant, tu arrives dans cette toile-là et ça t'évite d'arriver dans la cloison de mât ou dans les cloisons d'outrigger, qui sont des choses dures. Alors là, pour le coup, on est plutôt sur la piste de ski où on met des protections pour que les gens ne passent pas dans. C'est l'ultime sécurité s'il y a un accident et qu'elle se fait projeter frontalement vers l'avant, quoi. Tu sais, les bannettes, elles sont obligatoires de toute façon. On les a dans la jauge. Donc effectivement, on les a parce que si on est blessé, il faut pouvoir s'allonger. Et si on a besoin d'être évacué, on s'allonge et puis après quelqu'un vient nous chercher. Et puis on dort aussi toujours les pieds en avant parce que, comme on disait tout à l'heure, effectivement, le bateau fait souvent plutôt freiner et on est tassé à la fin. Moi, il m'arrive de me réveiller dans la bannette parce que j'y dors quand même de temps en temps pour se détendre un peu. Et des fois, on se réveille, tu sais, t'as les pieds vraiment, t'es en position fétale, tu vois, contre la cloison, à force à chaque choc d'avancer un peu, quoi. Et t'as un dispositif pour t'attacher dans ta bannette? Ouais, il y a un dispositif pour s'attacher. Et puis, on parlait de l'oreiller qui est très important. Alors moi, j'ai une thé d'oreiller que m'avait offert Guy Cotten, tu vois un peu, ça remonte respirante. Un petit peu. Respirante. En sympatex. En sympatex, je vois que tu connais. Rouge Guy Cotten. Et elle est, ça permet aussi parce que t'en es toujours un peu humide, voilà, tu sais, donc en plus elle est confortable. Je voudrais qu'on passe à la partie repas. On va tout faire parce que voilà, vous avez vu la tête de Romain, c'est un dossier. C'est un dossier sérieux parce que donc on l'a compris qu'il fallait s'installer dans le siège pour de longues heures attaché, dormir attaché. Alors c'est pas tout le temps, hein. Là, je force le trait parce que et vous votre taf il est de le faire dans les conditions. Le retour à la base c'était tout le temps, mais c'est pour ça que c'est devenu extrême. Mais c'est vrai que sinon, voilà, c'est pas tout le temps. Il y a des moments où c'est mer plate, reaching, le bateau vol, c'est la fête, mais c'est pas tout le temps comme ça. Est-ce que vous avez réfléchi vous dans vos projets respectifs, et toi Romain aussi, est-ce que vous avez réfléchi à justement à sécuriser le moment du repas? Ça aussi, il y a quand même beaucoup de récits parce qu'il faut faire chauffer de l'eau bouillante c'est dangereux, la transvaser dans le lyophale. Est-ce que vous avez réfléchi à un design spécifique de cette partie-là? Mine de rien, il y a eu plusieurs brûlures, hein. Il y a eu Clarisse Kremer qui s'était brûlée sur le Vendée Globe précédent. Là, je crois que Boris s'est brûlé sur The Ocean Race. Donc c'est un petit dossier aussi, quoi. Ouais, j'avais fait la Jacques Vabre avec Louis en 2015. Il s'était brûlé la main, pareil avec la bouilloire. Alors nous on n'a pas de dispositif, mais on a un endroit où on met le sachet lyophilisé pour verser l'eau. Voilà. Tu sais, j'ai souvent quand on fait c'est-à-dire que tu tiens pas la main. Quand tu ouais, tu tiens pas la main. Ça me rend dingue. À chaque fois, j'engueule ceux qui le font. Ça arrive très régulièrement qu'il y ait quelqu'un à bord qui prenne, tu vois, le sachet par dessous et qui verse comme ça avec l'autre main. Je dis putain mais t'es fou.
Et on a aussi tout près de la cuisine, on a toujours je sais pas le nom technique, mais tu sais, on a une espèce de comme un tulle gras, mais un truc qui est un peu en caoutchouc, un truc qui marche très bien, qu'on met tout de suite en cas de brûlure, parce que c'est effectivement le plus dangereux. Et tu gardes à poste à côté de la cuisine? Ouais, il est juste là prêt à intervenir, quoi. Ouais. Parce que ça fait des belles blessures quand même. Juste de l'eau chaude, quoi. C'est tu te brûles dans la descente de l'Atlantique sur un Vendée Globe, tu la traînes 30 à 40 jours, quoi. Bah tu sais, avec le sel, ça se soigne pas, donc c'est une catastrophe. Ouais. Donc toi, ta cuisine elle est juste à côté de ton siège. Tu peux aussi cuisiner depuis ton siège, ou faut que tu changes de... Ouais, je peux cuisiner depuis le siège. C'est une table. Alors c'est la cuisine, faut venir la voir parce qu'elle est quand même elle est rigolote. C'est une cuisine escamotable, donc elle se range sous la goulotte qui traverse le bateau dans lequel passent tous les cordages pour revenir dans le cockpit. Et je la sors, et là il y a une bouilloire, c'est un jet boil. Là on l'optimise un petit peu pour le Vendée Globe pour pouvoir avoir autre chose, pour pouvoir faire autre chose que de l'eau chaude. Mais sinon, c'est des sachets dedans, en fait, en l'occurrence, j'imagine. Ouais, et puis peut-être une petite casserole pour faire un peu des pâtes, du riz. Ouais, des pâtes, du riz. Mon premier Vendée, j'avais emmené des crêpes, donc je faisais des crêpes. Alors c'était pas le même bateau, je sais pas si j'arriverai, mais je pense que je vais retenter l'expérience. Mais là, tu rigoles parce que la bouffe, c'est la nourriture. Non, je rigole pas. Je te voyais juste en train de faire remplir ta crêpe sur ton bilic. Non, mais il y a à Lorient un magasin qui s'appelle lyophilisé.fr ou .com, je sais jamais, qui a fait Ariane, parce qu'en fait la nourriture, il y a je sais pas 7-8 marques qui ont toutes un peu leur arrière-goût spécifique. Si tu manges un chili con carne d'une marque, il a un peu le même goût que les pasta bolo de la même marque, j'exagère mais pas loin. Et puis il y a des marques du coup qu'on n'aime pas du tout et d'autres. Donc ce qui est super avec Ariane, c'est qu'on peut goûter, tester. Quand on y va, on achète des trucs et elle nous donne un petit sachet d'une nouveauté. Et ça permet d'avoir un petit panel de choses, mais c'est... Alors moi, je me gare sur le parking, je te jure, il faut le voir. Parce que je me gare sur le parking devant chez elle, elle me voit arriver, en regardant, en traînant des pieds, elle se dit « Oh putain, pas lui !» Parce qu'il n'y a plus rien que j'aime. C'est les vieux coureurs, tu sais. Ouais, c'est ça, les vieux coureurs, les relous, quoi, tu sais. Bon, alors là, c'est plus de l'ergonomie, c'est important quand même, mais c'est plus de l'ergonomie. C'est primordial, tu veux dire. C'est primordial, mais encore faut-il, pour pouvoir faire cuire les ingrédients en question, avoir des dispositifs qui permettent de le faire. Alors, tous les deux, là, chez Initiative Cœur et chez Massif, décrivez de la cuisine, ça semble un peu surréaliste. Vous êtes des ingénieurs qui calculez la perf, la vitesse, vous êtes à fond là-dedans. Et la cuisine, il y a un moment, c'est un facteur de performance. Ça reste assez minimaliste comme la cuisine sur ces bateaux-là. Comme sur le bateau de Romain, il y a du coup un jet boil qui est une sorte de gazinière. Alors nous, pour éviter qu'on ait à être en contact avec l'eau chaude, on est venu un peu le bricoler. On est venu lui mettre, y installer un petit robinet. En fait, du coup, le jet boil, il est sur un cardan. Du coup, elle met de l'eau froide dedans, elle fait chauffer, et après, elle a juste à ouvrir son petit robinet pour le mettre dans son pour pas avoir à manipuler le jet boil et à le verser. C'est vraiment le geste au moment du verser qui est vraiment un peu... on attend toujours la bonne vague et en général on se fait toujours avoir. Alors moi je parle de mon expérience en mini parce que j'ai aussi fait la mini et je me faisais souvent avoir là-dessus. Et c'est pas mal d'avoir fait la mini avant de commencer à bosser sur ça. Ça fait comprendre quelques trucs quand même. Et après c'est aussi d'avoir accès à que ce soit les petits encas ou les lyophilisés, vraiment ne pas avoir en fait depuis ce siège sur amortisseur, elle a accès vraiment à tout, elle n'a pas à se lever. Du coup, elle minimise les déplacements et puis voilà quoi. Ulysse, la cuisine, c'est comment chez Massif? Y a pas de... C'est un peu comme chez Romain, donc c'est à côté du siège, il y a une bouilloire et vraiment un lieu pour poser le lyophale avant de verser l'eau. Mais non, pas d'innovation là-dessus, mais c'est vrai que c'est un enjeu de ne pas se brûler sur les courses. Ouais. Alors on a fait le sommeil, on a fait la nourriture, on a fait le repos et le siège. Est-ce que vous avez travaillé aussi sur la partie, alors qui est une partie assez fondamentale et qui est assez engagée pour les marins et qui peut être assez vite sportive, qui est le matos-sage? Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques? Je croyais que tu allais parler des toilettes. Les toilettes. C'est ça le truc le plus important et que tout le monde veut savoir. On fera le matos-sage après, les toilettes. Les toilettes, je me rappelle d'Alex Thompson, ça m'avait marqué il y a quelques années, qui disait j'en ai marre de risquer ma vie à chaque fois que je vais aux toilettes. Et c'est le sujet presque le pire. Mais en fait, je rigole, ça n'est pas drôle du tout. C'est une question souvent de beaucoup de néophytes quand ils viennent visiter les bateaux, mais ça n'est pas du tout. Et c'est le plus dangereux et le plus difficile parce qu'il faut forcément se déshabiller. Il faut baisser ton ciré. Baisser le ciré, se retrouver dans une position un peu scabreuse avec le ciré au niveau des pieds, tu vois. Et puis s'asseoir, et là c'est pas évident. Donc il faut effectivement, nous on a créé un système un peu plus confortable et fixe qu'un seau.
mais ça reste voilà. Parce que le standard c'est le seau bleu avec le petit bout orange. Alors c'est le seau blanc parce qu'il a un rebord, tu sais, attention. Très bien. Il faut trouver le seau. Ça c'est le début de l'ergonomie. Bien sûr. Le premier c'est le seau qui s'achète dans les pharmacies spécialisées, parce que je crois que c'est un truc qui s'adapte sur les fauteuils avec bord arrondi. Sinon, après ça dépend si tu y passes. Si tu fais partie de ceux qui restent 30 secondes ou ceux qui restent un quart d'heure, c'est pas pareil. Très bien. Donc ça a fait l'objet de discussions au sein de ton team. Vous avez, t'as les ingénieurs qui ont bossé sur le sujet, etc. Dans l'ordre, c'était d'abord le seau, ensuite le siège et après la cuisine. Très bien. Ouais. Du coup, même chose, chez vous c'est comment ? Est-ce qu'on a dépassé le stade du seau ou est-ce que... Non, pas de nouveauté non plus. C'est le seau blanc avec les bords arrondis, avec un endroit pour le caler pour pas qu'il saute partout, mais c'est le seau blanc. Ouais. On mettra peut-être que dans les notes du webinaire, on mettra la marque du seau pour ceux qui veulent. Même chose. Hein. Il est dur à trouver. Hein. Il est dur à trouver. À l'issue du Vendée Globe, Romain dédicacera son seau et pourra le revendre. Nous, de ce que je sais, ça reste encore un seau bleu, mais du coup, je vais noter le seau blanc parce que je l'ai pas vu à bord. Je sais pas si. Ça m'étonne qu'elle ait pas ça quand même. Je l'ai pas vu à bord, donc mais il est peut-être caché. On a vu le plan. Il est peut-être caché. Il est dur à trouver, donc. Pour qu'elle soit la seule à l'utiliser. Allez, on va prendre une question juste après, mais avant, je reviens à ma question initiale, qui était le matossage, qui est un moment, qui est une partie du travail à l'intérieur du bateau. Donc le matossage, c'est le transfert du matériel d'un côté à l'autre. Ça peut être à l'extérieur, mais disons que je suis pas sûr que vous ayez aménagé. Peut-être que vous avez aménagé le plan de pont pour que le matossage soit facilité, mais déjà à l'intérieur. Qui est la zone, en fait, qui est une zone risquée à l'intérieur, donc on comprend en vous écoutant. Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques aussi ? Alors ça, depuis assez longtemps, on a vu des systèmes de chariots qui se transféraient de mémoire. Je crois que j'ai le souvenir d'un Bernard Stamm qui avait un chariot sur rail qui traversait, qui faisait tout le tour du cockpit pour aller d'un côté à l'autre. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé spécifiquement pour transférer le matériel d'un côté à l'autre ? Sur un Vendée Globe, dites-nous combien de centaines de kilos il y a de matos à changer de chaque côté sur un virement de bord ? Ah oui, il y a une centaine de kilos de sacs, et puis après il y a surtout les voiles qui elles pèsent presque 100 kilos chacune. Voilà, qui elles peuvent être soit à l'avant dans la soute à voile, soit reculées à l'arrière, soit à l'extérieur. Ouais. Et je trouve que ça a empiré que les anciens bateaux, parce que maintenant on a des bateaux qui tapent beaucoup plus, donc avec un pas de cloison beaucoup plus important. Et dans la soute à voile maintenant, déjà réussir à mettre la voile d'un côté ou de l'autre avec toutes les cloisons, ça devient compliqué. Donc il n'y a pas de solution magique parce que on a aussi des cloisons étanches qu'il faut pouvoir fermer. Donc on peut pas étaler sa voile, il faut la laisser en sac. Donc non, ça reste un sujet d'étude assez complexe. Après, il existe pour les sacs des histoires de palans pour passer les sacs d'un côté à l'autre assez facilement, mais pour les voiles, c'est compliqué encore. Là, il n'y a pas eu de progrès significatif d'un Vendée Globe à l'autre. Hein. Pour l'instant, en tout cas, ce que je sais. Sur initiative, en fait, le concept du bateau, c'est d'avoir un pont effectivement très très épuré. Et l'idée de l'architecte avec ça, c'était déjà pour que l'eau s'écoule rapidement sur le pont, mais aussi pour pouvoir matosser le plus possible à l'extérieur, parce qu'en fait, effectivement, avec les pas de cloison, c'est hyper compliqué de trimballer des voiles ou des sacs à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, en les faisant glisser, c'est un peu plus simple, on va dire. Du coup, nous, on a bardé le pont de points d'attache pour matosser à l'extérieur. Et du coup, on peut les matosser sur différentes positions, même si ça reste extrêmement physique. Et la grosse complexité, c'est de les sortir finalement, c'est de sortir les voiles de la soute à voile. Dans certaines conditions, où il y a certaines voiles qui restent rangées à l'intérieur du bateau. Et pour les sortir, ça reste compliqué. Et après, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que sur ces bateaux avec des grands foils, l'enjeu à matosser, on va dire transversalement, on se commence à poser la question si ça en vaut vraiment la chandelle pour gagner quelques kilomètres de moment de redressement, c'est ce qu'on appelle, donc c'est ce qui caractérise la puissance du bateau. En fait, c'est assez... Ce que tu dis, c'est est-ce que vous demandez si c'est vraiment intéressant de matosser d'un côté à l'autre, alors que par contre le matossage longitudinal de l'avant de l'arrière vers l'avant, le bateau n'ayant pas de... Voilà, le bateau n'ayant pas de plan porteur et étant sur un équilibre assez précaire longitudinalement. C'est ça qu'il faut bosser en fait. Voilà, le matossage longi reste un élément crucial et il ne faut pas le sous-estimer. Et du coup, on matosse longitudinalement. Mais transversalement, on a tendance plutôt en tout cas donc, sur des virements de bord, en restant par exemple au près,
à garder le même matossage longi, mais à pas toucher au matossage transverse. Et du coup, Sam s'économise pas mal d'énergie en faisant ça. Romain, tu voulais dire quelque chose? Ouais, c'est ça. Je voulais parler de ça. C'est la punition, le matossage. C'est horrible. C'est débile. Il suffit juste de porter des sacs. Et c'est vrai qu'on le fait plus trop en longi. Moi, j'avais Loïs à bord pendant la Transat Jacques Vabre, qui est un figariste. Tu vois, donc le figariste, il matosse le stylo qui est tombé sous le vent. Moi, il y a quelques années, j'étais capable de me lever de ma bannette pour aller chercher un stylo qui était une lampe frontale qui était tombée sous le vent, quoi. Et il y avait la moitié du bateau sous le vent où je n'allais jamais. Je passais toujours par au vent. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Loïs, il s'asseyait sous le vent quand on était en course. Là. Au début, ça me rendait dingue, mais c'est vrai que ça sert beaucoup moins qu'avant de matosser latéralement, d'un bord sur l'autre. Effectivement, on perd. Je pense qu'il vaut mieux être dehors et régler le bateau que matosser un sac au vent. Par contre, en longi, on le fait beaucoup, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de cloisons, donc on peut plus. À un moment, on avait des palans pour envoyer les sacs au fond du bateau, parce que le pire, c'est d'aller... Moi, mon bateau, qui est pas une nouvelle génération comme celui de Boris, qui a maintenant, où vraiment il va jusqu'à l'arrière, moi, c'est compliqué d'aller tout au fond, et donc on peut pas mettre de palans, parce qu'il y a des cloisons, donc il faut tout emmener à la main. Et puis, et dehors, c'est pareil, les voiles sont dures à passer de l'arrière, tout à l'arrière du bateau, pour les ramener à l'avant. Et je mets pas de voile dedans, je peux plus, en fait c'est trop galère à sortir, donc moi toutes mes voiles ne rentrent plus dans le bateau. Alors peut-être que je dis ça, mais pendant le Vendée, dans le Grand Sud, s'il y a plusieurs jours de mauvais temps pour la sécurité, pour pas en perdre, je les rentrerai, mais sinon elles sont tout le temps dehors. J'imagine que ça fait longtemps que sur vos bateaux, sur les sas, les passages d'une partie à l'autre du bateau, là où il y a les cloisons, tous les bords sont arrondis. Moi, j'ai connu il y a bien longtemps des bateaux sur lesquels on se flinguait les tibias juste en passant d'une cloison à l'autre. Là, maintenant, tout ça, et j'imagine travailler depuis longtemps, ça, c'était la phase primaire de l'ergonomie, quoi. Hein. Ouais, c'est arrondi, mais c'est quand même des cloisons qui font mal. On se fait quand même mal au tibia toujours, hein, ne serait-ce que pour rentrer passer la descente et tout. Même si on t'arrondit le bord, ça reste quand même... reste quand même une arête, et puis oui, on en a beaucoup, on a des lisses partout, c'est même compliqué pour éponger le bateau, tu sais, parce qu'on a toujours un peu d'eau même à l'avant, et aujourd'hui on a des petites lisses comme ça tous les 30 cm, donc il n'y a pas un endroit où l'eau arrive, il faut passer l'éponge un peu partout. C'est malheureusement la structure des bateaux qui veut ça, avec la force des foils qui est beaucoup plus grande. Romain a parlé du casque, même chose chez vous, vos deux skippers et portent des casques. Charlie a eu une petite aventure sur Eleven Hour l'année dernière qu'il a bien secoué, je crois. Même chose, le casque est rentré dans la culture de la vie quotidienne en course sur ces bateaux. Ouais, Charlie a eu un traumatisme crânien en rentrant là, sur Eleven Hour, et depuis c'est casque obligatoire dès que le bateau va à plus de 20 nœuds pour éviter les commotions. C'est quoi la frontière pour la vitesse à partir de... C'est dès que le bateau va à plus de 20 nœuds, on va dire. Et il a comme Romain, il a plusieurs casques, ou là, c'est quoi le type de casque qu'il a? C'est un casque de rugby, un casque de cycliste? On n'a pas encore de casque spécifique bateau, mais je pense que ça va. On n'a pas le casque officiel comme les toilettes là, mais par contre on en a testé plusieurs. C'est le casque de rugby, les casques de vélo, il y a pas mal de casques chez Decathlon aussi, et il faut trouver le plus agréable à porter, parce qu'il faut le porter quasiment jour et nuit quand le bateau va vite, et donc qui agréable à porter, pas trop lourd et puis pas trop gros pour éviter de s'accrocher partout. Ouais. Et vous avez trouvé? Vous pouvez partager les marques comme les rebords, les sauts avec le bord arrondi. Vous avez pas trop, Je crois que Charlie aime bien les casques Decathlon, mais je sais pas plus. Très bien, on partagera. Sam met un casque aussi Ouais, Sam met un casque. Je sais qu'elle essaye pas mal de casques. J'ai pas les marques en tête, et elle fait ça. C'est elle qui a ce dossier-là en main et qui essaye, qui choisit un peu. Ouais, elle a essayé les casques de rugby, de water polo, je crois, et un autre type de casque. Et moi, il faudrait que je lui fasse, faisant de la wing, je viens de racheter un nouveau casque. Je citerai pas la marque pour pas faire de pub, mais qui est en polystyrène, vraiment polystyrène hyper léger, et que franchement il y a un vrai progrès, donc il faut que je lui fasse essayer ça. Donc même chose, ça devient aussi un standard, vous allez tous partir sur le prochain Vendée, tous ceux qui ont des bateaux avec des grands foils, j'imagine, vous allez tous partir avec des casques, quoi. J'imagine. C'est rentré dans les mœurs, quoi. Hein. Bien sûr, nous on est en train d'en faire un avec, un peu comme les casques des enfants, donc un peu casque de rugby, mais ajouré, avec des petits boudins, comme quand les enfants apprennent à marcher, pour faire un peu d'air, parce que encore une fois, moi ce qui me gêne le plus, c'est d'être enfermé dans ce casque qui est pas très agréable, quoi. Donc vraiment, avec un peu d'air, c'est quand même plus agréable à porter. Mais ça reste prototype du coup. Une petite question des gens qui sont en train de nous suivre sur le live. Petite question un peu juste pour la polémique, quoi, hein. Est-ce que ajouter des safrans en thé, est-ce que mettre des élévateurs sur les safrans,
ça permettrait pas d'augmenter la sécurité en vol. Qui c'est qui veut s'y coller? Moi je veux bien parce que je fais partie de ceux qui disaient qu'il fallait pas en mettre tout de suite. Parce que bon déjà les bateaux ils sont... C'est un débat, c'est un débat de fond au sein de la classe IMOCA. Bien sûr, mais là on vient de construire 14 bateaux, donc on se dit est-ce qu'il faut qu'on remette tout à plat, c'est quand même difficile. Il y a aussi quand même avant tout, on dit la première victoire c'est d'être au départ, donc il faut d'abord trouver l'argent, et plus les budgets augmentent, plus c'est difficile. Donc il faut toujours trouver le compromis entre performance, vivabilité, je sais pas si on peut dire ça. Viabilité. Et fun quoi, et puis économiquement il faut que ce soit rentable pour le partenaire toujours, donc on n'en met pas. Et puis oui c'est sûr que quand on voit les bateaux voler un peu en dragster, on a envie de mettre un plan porteur. Après franchement dans la mer comme on avait au retour à la base, je suis pas sûr que voilà, t'as pas envie à mon avis d'avoir des plans porteurs à ce moment là. Et puis on va à 30 nœuds, est-ce qu'on a besoin d'aller à 40, je sais pas. Donc c'est sûr qu'on va en mettre un jour, je suis sûr qu'en 2032, on aura certainement des plans porteurs, mais à ce jour, voilà, pour l'instant, c'est déjà bien difficile comme ça, quoi. Alors oui, ce sera plus, pour répondre précisément à la question, ce sera certainement plus confortable sur mer plate ou avec un peu de mer, mais le Vendée Globe, on sait très bien que c'est pas ça en fait. Vous voulez réagir Moi je pense que sur le confort, il n'y aura pas trop d'enjeux, enfin c'est un avis assez personnel, mais trop d'enjeux sur le confort avec l'ajout de plan porteur. Envoyer un bateau à 25 ou 30 nœuds de vitesse sur une mer de 3-4 mètres courte, avec ou sans plan porteur ou pas, ça tapera. Ça ira plus vite, et du coup le jour où ça décrochera, ça fera sûrement encore plus mal, je pense. Après c'est sûr qu'en termes de performance, c'est des technologies qui sont éprouvées dans d'autres classes de bateaux, et c'est sûr qu'il y a un gain de performance énorme. C'est une volonté ou non de la classe. Je pense que il y a déjà beaucoup de pas en avant avec l'ajout de grand foil, et même si moi en tant qu'ingénieur je serais très tenté de mettre des plans porteurs sur les safrans, je dois l'avouer, je pense que c'est une sage décision d'avoir décalé le moment, quoi. Ulysse, tu veux réagir sur le sujet? Je pense que tout a été dit, c'est compliqué, ouais. Entre la tentation de l'ingénierie et la raisonnabilité des armateurs. Une petite question, est-ce que quand on parle d'ergonomie, est-ce que vous avez fait appel à des expertises extérieures? Mathieu, tu parlais d'un ergothérapeute pour le siège, mais est-ce que c'est des savoir-faire qui sont forcément internalisés? Est-ce que c'est un savoir-faire d'architecte, de designer, d'ingénieur? Ou est-ce qu'à moyen terme, vous pensez qu'il faudra aller chercher effectivement des ressources à l'extérieur pour encore optimiser cette partie-là du sujet? Charlie le fait de lui-même, il est assez féru de tout ce qui est un peu technologique, et il nous a fait mettre une petite nouveauté dans le bateau. Là, c'est une histoire de lumière pour l'aider à se réveiller. Donc avec son réveil, c'est synchronisé sur la lumière. Donc ça va être une lumière assez vive pour faciliter le réveil, et puis une lumière assez chaude pour faciliter pour s'endormir. Donc on a des petites choses qui viennent de l'extérieur, avec des personnes qui viennent nous aider pour optimiser la vie du marin à bord. Mathieu, chez Initiative Cœur, vous avez des ressources extérieures aussi ou Non, à part l'ergothérapeute, je pense que vraiment ce qui touche à vraiment la forme d'un siège, ça reste un métier, et nous on n'a pas les compétences pour essayer de concevoir un siège sur mesure comme ça. Du coup on continue de s'entourer, je pense qu'on continuera de s'entourer à l'avenir, parce que c'est pas notre métier. Et après, en tendant l'oreille, et je pense qu'il faut être curieux, et il y a plein de bonnes idées en échangeant même avec les autres équipes à prendre pour... c'est des petits détails, mais mis bout à bout, qui font la différence sur la longueur d'un Vendée Globe, quoi. On a parlé des cellules de vie, on a parlé un tout petit peu moins du cockpit. Est-ce qu'il y a du travail aussi? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce qu'il y a eu des gains du côté du design du cockpit et de l'ergonomie des zones? Alors, les manœuvres ne se font pas que dans le cockpit, mais de cette zone-là qui concentre beaucoup d'efforts et de travail de la part des skippers. Sur Initiative, on a 2 sièges de veille extérieurs. En fait, on a la chance d'avoir un cockpit qui est fortement vitré, et du coup avoir une vision sur l'extérieur, sur le réglage des voiles, et sur des objets ou non identifiés, ou d'autres bateaux qui ne seraient pas captés par le radar ou Oscar. Et du coup, on a 2 sièges de veille sur lesquels elle passe pas mal de temps. Ils sont pas sur amortisseur, mais c'est des strapontins qu'on a mis sur élastique, avec une forte épaisseur de mousse anti-escar, et du coup ça permet quand même d'avoir quelque chose d'assez confortable, et du coup toujours dans cette volonté
lutter contre les décélérations. Elle est contre la cloison de descente et du coup en cas de décélération, elle est calée. À se laisser aller, elle est vraiment calée. Et on lui a fait aussi un coussin, un tour de cou pour qu'elle ait le cou tenu. Et du coup, elle a la tête dans une bulle en plexiglas et elle a vraiment une vision sur devant et elle passe quasiment autant d'heures sur ce strapontin-là que sur son siège de veille intérieur. En fait. Ok, qui du coup a été lui aussi aménagé et travaillé. Voilà, travaillé. Et puis l'autre avantage, c'est qu'elle a vraiment accès d'une main elle a vraiment accès à son écoute de grand voile et on va dire en cas de, elle n'a pas besoin de se lever de ce strapontin pour voir intervenir rapidement sur ses cordages. D'accord, très bien. Sur Massif, le cockpit a été retravaillé comme la zone de vie a été retravaillée. Ouais, enfin les cockpits, c'est un ensemble de plein de petites choses. Hein. Il faut que le meuble de winch soit à la bonne hauteur, que les coudes soient pas trop loin pour pouvoir choquer rapidement, qu'on puisse voir devant. Enfin c'est un ensemble. Il y a pas si longtemps que ça. Il y a encore des bateaux où on peut pas wincher à la colonne avec la tête relevée. Il y a encore des bateaux, on demande beaucoup de sacrifices au skipper dans les phases de manœuvre. Hein. Et puis maintenant, je trouve qu'avec nos cockpits fermés aussi, c'est pouvoir aérer. Surtout dans les endroits chauds quand on traverse le poteau noir et puis chauffer quand on est dans le Grand Sud, donc c'est pouvoir réutiliser par exemple la chaleur du moteur pour l'amener dans la zone de vie derrière quand on est dans le Grand Sud, ou pouvoir aérer quand le bateau est recouvert d'eau parce qu'il y a des vagues qui passent sur le pont et quand même avoir une ouverture. Donc c'est plein de petites options qu'on essaye de trouver et de faire pour que ça soit agréable à vivre dans la zone de cockpit. Romain, toi, ta zone de cockpit, elle a pas bougé par rapport au design initial du bateau. T'as mis ta patte sur l'ergonomie de cette zone-là? Ouais, je peux pas. Moi, je rêve d'un cockpit fermé. Hein, c'est sûr, quand je vois ces nouveaux bateaux là, ça. Alors, on a l'impression que c'est tout fermé, mais effectivement, en fait, on voit très bien parce que c'est bien vitré. Mais ouais, un cockpit fermé, c'est quand même beaucoup plus confort. Et puis, je pense que c'est mieux pour la performance parce que quand c'est bien fermé, on a moins peur. Et quand on a moins peur, on va plus vite. Tu sais, des fois, tu sors du bateau, le bateau il bombarde, mais bon, ça va. Et là, tu sors, tu passes la tête dehors et puis tu dis putain, ça va trop vite. Et c'est là que tu ralentis alors que quand c'est fermé, au moins tu vois pas et t'accélères mieux. Donc ça fait aussi partie de la performance, pas que du confort. D'être à l'intérieur du bateau et pas dehors à avoir le vent qui te siffle dans les oreilles, quoi. Tu sais, moi j'ai un casque anti-bruit aussi, on n'a pas parlé de ça, mais on a le bruit. Je voulais parler de ça. Ouais, effectivement, on a parlé de tout, mais il y a aussi le bruit qui est vraiment infernal. Il y a déjà les chocs. Un bateau, un IMOCA, c'est comme une guitare en fait. C'est un manche avec. Mesuré, les décibels ont été mesurés. Il y a eu plusieurs expérimentations où sur certains bateaux, les décibels et le bruit ambiant a été mesuré. Hein. Ouais. Et il est très élevé. Très élevé. Oui, je n'ai pas la valeur en tête, mais il était très très élevé. Ouais, c'est les appendices qui peuvent siffler et on essaye de travailler sur tout ce qui est bord de fuite, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des sifflements assez forts à haute vitesse sur les bateaux. Ouais, c'est un bruit en plus très particulier. Le foil, hein, c'est une espèce de mix entre le sifflement et la vibration. Qui est très particulier, qu'on enregistre souvent, on l'entend. Hein. Moi, je fais des enregistrements à haute vitesse et c'est sympa, c'est presque un joli bruit, mais par contre, c'est infernal quand ça dure trop. Et ça, plus les chocs sur la coque, c'est infernal. Le bateau, je te disais, c'est comme une guitare. C'est une coque vide en carbone, donc avec une grosse caisse de résonance, avec un manche et des cordes. Donc on peut imaginer vraiment quand nous on est à l'intérieur, c'est comme être dans le corps d'une guitare, quoi. C'est vraiment... le casque anti-bruit, il est pratiqué, utilisé depuis assez longtemps, hein, depuis même plusieurs éditions, et plusieurs. Ouais, on en a toujours eu. Avant, on le mettait quand on mettait le moteur aussi. C'est ça. Sauf que maintenant, vous le portez très très souvent, quoi. On porte très souvent, ouais, pour pas avoir mal à la tête en fait. Donc alors il faut quand même entendre le bruit du bateau. Hein. C'est pas un casque anti-bruit qui annule tout et on se retrouve sans le son. Évidemment, il faut qu'on puisse écouter le bateau parce qu'il y a plein de réglages et plein de performances qu'on fait presque au son. Et plein de petites. Quand quelque chose ne va pas souvent, on l'entend avant de le voir. Donc il faut garder ce son, mais par contre, l'idée des casques anti-bruit, c'est de diminuer. Vous le savez tous, il n'y a pas que nous qui en portons. Ça atténue les bruits, souvent même les bruits extrêmes, les bruits qui sont désagréables, mais on garde quand même, on entend, qu'on continue à entendre le bateau. Et tu le portes comme quel pourcentage du temps? Tu as une idée de... À haute vitesse, alors ça dépend des fois, c'est quand même plusieurs. Toi, sur le retour à la base, je l'avais tous les jours en fait. Puis il y a des fois, on le met plus quand le bateau ralentit, hein, c'est vraiment en fonction de la vitesse du bateau.
Ce dossier-là, il est important. Ouais, il est très important. Pareil, Sam, elle essaye pas mal de choses et en fait, les petits casques ou les petits orifices un peu discrets sont pas suffisants et du coup, en fait, elle utilise le gros casque anti-bruit de chantier qu'on utilise quand on fait du meulage. Et du coup, vu que son casque, vu que son siège enveloppe l'intégralité de sa tête, en fait, on a venu mouler sa tête avec ce casque-là. Du coup, ça lui fait des oreilles de Mickey au siège. Et comme ça, elle peut vraiment se reposer avec la place pour ce casque anti-bruit qui est quand même assez conséquent, qui est vraiment un casque de chantier, quoi. Donc, faut s'imaginer que à haute vitesse sur un IMOCA aujourd'hui, on s'installe dans son siège, on met la ceinture de moulée à sa forme, on clipse la ceinture de sécurité, on met le casque anti-bruit. C'est ça le standard. Si tu rajoutes le fait qu'on est en collant et en crocs. Franchement, il y a des fois tu te dis c'est pas possible, heureusement que personne ne me voit. Ouais, le bruit sur Massif, c'est un dossier aussi que vous avez pris en charge de manière particulière ou Ouais, alors on essaye de travailler sur tout ce qui est les appendices, là, comme ce qu'on disait, pour essayer de réduire au maximum ce bruit, mais il en reste toujours un peu. Et Charlie aime bien les boules caisses, je crois. Voilà, après, chacun ses choix, il faut trouver le bon casque et pouvoir vivre le plus longtemps avec, quoi. Et c'est un casque à réduction de bruit ou même chose, c'est un casque de chantier comme je crois qu'il préfère vraiment les boules caisses. Donc, les boules caisses, ouais, pardon. Ouais. Okay. J'ai pas vu à bord de casque anti-bruit. Ouais. Ok, très bien. Donc il y a pas encore de consensus. Ouais, le casque de chantier, il est bien parce qu'il me cale la tête. Pareil, quand je dors, ça cale un peu. Et puis sinon, c'est effectivement un casque à réduction de bruit, un casque électronique. C'est ça. Voilà. Ouais, carrément. Ouais. Et les boules caisses, moi j'aime pas me mettre des trucs dans le fond des oreilles. C'est juste ça, comme tu dis, c'est un peu selon chacun, mais ça doit marcher très bien aussi. C'est passionnant parce qu'on a bien vu qu'il y a à la fois des débuts de recherche et vraiment de travail d'ergonomie pure et aussi plein de bricolage et d'apprentissage sur le tas. On voit aussi qu'il y a de l'ergonomie dans tout. Quand on entend que le casque sert aussi à caler la tête, on voit que il y a c'est plein de micro-sujets. Et je pense qu'au retour du Vendée Globe, vous aurez un peu de travail. Il y aura beaucoup d'apprentissage et on sent bien que ce sujet va grimper encore et va monter dans l'échelle des hiérarchies, notamment sur les futurs designs. Merci beaucoup à tous les trois. Merci si vous nous avez suivis. La caméra est là. Merci si vous nous avez suivis pour ce deuxième Céline Café. Et je ne sais pas, je regarde Arnaud, je ne sais pas quand est le prochain. Ce sera le mois prochain. Il y en a le mois prochain. Je parlais de ceux vraiment consacrés à la partie sport pur. Merci à tous les trois. Et puis merci si vous nous avez suivis. Et puis il y aura un compte rendu bientôt en ligne sur le site bretagnesailingvalley.com si j'ai bien suivi. Merci à tous les trois. Merci Pierre-Yves. Merci.